Bonjour, l'intitulé de notre cours aujourd'hui sont les nouvelles techniques de radiothérapie. On a déjà vu dans le cours de généralité sur les radiothérapies que la radiothérapie est passée par 3 grandes étapes. La première était l'étape de kilovoltage qui permettait de traiter uniquement des tumeurs qui sont superficielles grâce notamment aux contactothérapie. Puis, on est passé à la période de mégavoltage où on a découvert le cobalt avec les rayonnements gamma, puis les accélérateurs linéaires qui permettaient de traiter aussi bien des tumeurs profondes par des photons, des rayonnements X, et par les électrons qui sont en fait destinés plus à des tumeurs superficielles. Par la suite, la radiothérapie a connu de grandes avancées, notamment par l'apparition de nouvelles techniques qui ont permis un meilleur traitement du volume tumoral tout en épargnant les organes à risque. Cette étape-là, c'est celle qu'on va détailler au cours de ce cours. À la fin de ce cours, l'étudiant doit être capable de différencier entre une radiothérapie conformationnelle ou qu'on appelle communément la tridimensionnelle. Donc il va se baser, comme on va le voir par la suite, sur des volumes. Et la radiothérapie avec modulation d'intensité, ou ce qu'on appelle communément la RCMI. Vous pouvez trouver dans certains ouvrages, donc la IMRT en anglais. L'étudiant également devrait être capable de citer quels sont les principaux types de RCMI qu'on a, de définir qu'est-ce qu'une radiothérapie 4D, donc quelle est la particularité, quel est le paramètre que prend en considération cette radiothérapie 4D, et on va le voir au cours de ce cours. Également, ce cours a comme objectif de citer, que l'étudiant plutôt soit capable de citer quels sont les avantages d'une radiothérapie stéréotaxique et de citer quelles sont les principales nouvelles machines de traitement. En guise d'introduction, la radiothérapie externe est une arme thérapeutique majeure dans le traitement des cancers. Et ça, on l'a déjà vu au cours des cours précédents. La radiothérapie intervient dans plus de 60% de la pathologie maligne. Et elle permet un traitement curatif, donc qui permet de mettre en rémission le patient, plus ou moins le guérir dans plus de 50% des cas. La radiothérapie a connu, comme on l'a dit, de grandes avancées, surtout ces dernières années, notamment des progrès en matière de l'imagerie. Et je citerai l'avènement de l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, donc qui a permis une meilleure définition des volumes tumoraux. Il y a également, dans la radiothérapie, elle a bénéficié du PET scan, donc de l'imagerie métabolique. Donc ça permet une meilleure définition des volumes où il y a vraiment les cellules qui sont viables. Grâce aussi à l'amélioration technologique des machines, la radiothérapie a vraiment évolué ces dernières années. Mais la principale cause d'avancement, si vous voulez, ou d'avènement des techniques de radiothérapie, c'est grâce à l'informatique. En effet, comme vous avez pu le constater, l'informatique a permis, dans un temps qui est très réduit, de faire avancer tous les domaines. Et bien entendu, le domaine médical était l'un des grands bénéficiaires, si vous voulez, de ces avancées en informatique. Afin de mieux étayer ce cours, nous avons, après cette introduction, voulu suivre le plan suivant afin que vous puissiez mieux comprendre ces nouveautés en matière de radiothérapie. Mais avant d'aller vers le vif du sujet, à savoir ces nouvelles techniques en radiothérapie, nous allons faire d'abord un petit rappel sur certaines notions. Vous allez voir, vont être capitales dans la compréhension de ces nouvelles techniques de radiothérapie. Par la suite, et avant de conclure, nous verrons quels sont ces nouveaux appareils de traitement en radiothérapie.
Commençons par les rappels. Il y a 3 définitions fondamentales que j'aimerais bien que vous reteniez. Vous allez voir, c'est l'impératif même qui nous a poussé à faire évoluer cette radiothérapie externe. La première définition est l'index thérapeutique. Qu'est-ce qu'on entend par index thérapeutique? Comme vous le savez, le principal enjeu en radiothérapie, c'est le contrôle tumoral, c'est-à-dire tuer les cellules qui sont malignes. Et donc, c'est ce qui va conditionner notre efficacité thérapeutique. Et la principale contrainte qu'on a en radiothérapie, c'est que malheureusement, cette tumeur, elle n'est pas toute seule, elle n'est pas isolée. Elle est au sein d'un certain nombre de tissus ou d'organes qui sont sains, qui sont indemnes de toute maladie. Mais que les faisceaux, une fois qu'ils vont les traverser, pourraient causer certaines complications. Donc l'index thérapeutique est la probabilité de contrôle tumoral, ce qu'on appelle la TCP, Probability of Control Tumoral, et donc c'est l'efficacité thérapeutique avec la probabilité de complications de tissus sains, c'est-à-dire la tolérance des tissus sains. En effet, le principal enjeu en radiothérapie, c'est la tolérance des tissus sains. Et donc, l'index thérapeutique, c'est ce qui va nous permettre d'arriver à une efficacité thérapeutique majeure et donc un contrôle local maximum avec le minimum de complications. Est-ce que c'est clair? La deuxième notion que je voudrais que vous reteniez et qui va beaucoup nous servir au cours du cours, notamment pour expliquer les nouvelles versions, si vous voulez, de la radiothérapie externe, notamment la radiothérapie stéréotaxique, qui est en fait une radiothérapie qu'on peut dire ablative, dont le but est carrément être comparable à une chirurgie, c'est la notion de fractionnement. Alors, qu'est-ce que c'est que le fractionnement? Alors, le fractionnement, c'est la dose par séance. Il faut noter que, communément, et dans tous les pays du monde, un schéma classique est un schéma qui correspond à 2 normes. Premièrement, 5 séances par semaine, du lundi au vendredi. Samedi, dimanche, il n'y a pas de rayon. Que chaque séance, elle délivre 2 grés par fraction. Donc retenez-le, un schéma classique en radiothérapie correspond à un fractionnement de 2 grés par séance. Et les séances sont délivrées 5 séances par semaine. Ce qui la distingue d'autres schémas qu'on utilise en pratique, notamment le schéma hypofractionné. Hypofractionné, comme son nom l'indique, veut dire hypo moins fractionné, moins de fractions, le minimum de fractions. Donc, si on diminue le nombre de fractions, automatiquement, pour avoir ou pour atteindre la même dose, il faudrait qu'on augmente la dose par séance. Donc, les schémas hypofractionnés sont des schémas qui ont des doses plus que 2 grés par fraction, d'accord? Et ce sont des schémas où le nombre de fractions ou le nombre de séances est réduit. Alors, les schémas hypofractionnés, la principale utilisation, donc c'est par exemple une patiente qui vient, qui a un saignement important et on veut arrêter cette hémorragie. Elle vient par exemple pour un cancer du col et l'hémorragie elle est foudroyante, ça ne répond pas au traitement hémostatique. Et là, pour arrêter justement ce saignement, on peut proposer une radiothérapie en flash ou une radiothérapie qui est dite hypofractionnée. Donc, on peut lui donner 2 séances d'une forte dose, par exemple 5 grés par séance, et le saignement va diminuer, voire même s'arrêter. Il y a également d'autres schémas qu'on appelle les schémas hyperfractionnés. Et le schéma hyperfractionné est comme son nom l'indique, on va augmenter les fractions. Alors là, vous allez me dire, ok, on a compris pour l'hypofractionné, on va diminuer le nombre de séances parce qu'on est devant une urgence, parce qu'on veut arrêter les choses rapidement. Alors pourquoi on va faire un hyperfractionné? Ça rejoint la première idée que je vous ai dit, l'index thérapeutique. On a dit qu'il y a des organes qui sont
autour de notre volume cible. Et des fois, on a ces organes-là qui vont être très sensibles. Et il faudrait leur laisser le temps de se réparer. Donc, pour qu'il n'y ait pas de lésions qui soient délétères dans les tissus qui sont sains. Et là, l'exemple principal, c'est dans le cadre du cancer du poumon. On peut proposer un schéma hyperfractionné. En général, c'est une dose qui est moins de degrés, c'est-à-dire 1,5 degrés en général, matin et après-midi, avec au moins 6 heures d'intervalle, afin de permettre au reste du tissu pulmonaire de se réparer des lésions qui sont causées par la radiothérapie. Troisième notion très importante à retenir, c'est l'étalement. Alors l'étalement, c'est quoi? C'est la durée totale du traitement. Et quand on parle de durée totale du traitement, ce n'est pas le nombre de séances. Ce n'est pas parce qu'un patient avait 30 séances que la durée, que son étalement, il est de 30 jours. On a bien dit qu'il y a les samedis et dimanches où il n'y a pas de rayonnement. D'accord? Donc la durée, elle est plus longue. Mais l'importance de cet étalement, c'est pour voir l'efficacité du traitement. Je m'explique. Quand on donne un traitement qui a une durée qui est assez courte, on a le bénéfice de pouvoir ne pas laisser les cellules se développer ou se multiplier. Donc, elles n'auront pas le temps de se reproduire. On va réagir d'une façon qui est successive et qui est dans une courte durée. Et ça, on le voit surtout dans les cancers ORL. Alors, dans les cancers ORL, des fois, on est obligé d'arrêter la radiothérapie parce qu'on a des complications cutanées, par exemple, au niveau des muqueuses. Et donc, le patient, il a des radiomucites qui sont très importantes et on est obligé d'interrompre le traitement pendant une certaine durée. Alors, cette interruption va certes permettre une récupération au niveau du tissu sain, mais elle va donner aussi la chance aux cellules cancéreuses de se multiplier. D'où l'intérêt de ne pas étaler le traitement. Il doit toujours y avoir dans cet impératif-là de contrôle tumoral avec le maximum de protection des organes à risque, de trouver un juste milieu entre les deux. Est-ce que c'est clair? Alors, à côté de ces définitions, si vous voulez, fondamentales, il y a donc la radiothérapie externe, on l'a déjà vu, on a dit qu'elle passait par plusieurs étapes. Et si vous vous rappelez, on a dit qu'une fois le diagnostic de cancer fait, normalement, il y a une réunion de concertation pluridisciplinaire où on va décider quelle serait la stratégie thérapeutique pour tel ou tel patient. Donc, ça va être conditionné d'abord par des paramètres qui sont en rapport avec la tumeur en elle-même, à savoir sa taille, son type histologique, donc le siège, est-ce que c'est une maladie qui est métastatique ou pas, mais aussi d'autres paramètres qui ne sont pas forcément liés à la tumeur en elle-même, mais plutôt ils sont liés au patient. Chaque patient est différent d'un autre, donc on peut avoir un patient qui est jeune, un patient qui est très âgé avec des comorbidités, diabète, hypertension, une infection, un patient qui va venir qui est autonome, un autre qui va venir et qui a un très mauvais état général. Vous imaginez bien qu'à stade égal, avec la même tumeur, on ne va pas les traiter de la même façon. Une fois que cette réunion des spécialistes de l'organe a décidé quelle serait la stratégie optimale pour le patient, c'est-à-dire la meilleure des stratégies à réaliser, et si dans cette stratégie, on a la radiothérapie externe comme arme thérapeutique, donc le patient va bénéficier d'une consultation avec son radiothérapeute. Une fois cette consultation faite, donc vous imaginez bien, quand on va faire une consultation, on va voir le patient, son état général, on va voir est-ce que, par exemple, si c'est un patient qui a un cancer ORL, est-ce qu'il nécessite des soins dentaires avant qu'on administre son traitement par radiothérapie? Est-ce que c'est, par exemple, si c'est une femme qui a une infection gynécologique, avant de lui faire un traitement par radiothérapie, il faut traiter cette infection? Donc, il faut ce qu'on appelle une préparation du patient à cette radiothérapie. Une fois cette préparation faite, nous allons procéder à ce qu'on appelle un scanner de simulation. Alors, le scanner de simulation, c'est un scanner, comme on l'a vu au cours des derniers cours, qui va
simuler le traitement. Donc, on va positionner le patient dans une position qui soit reproductible, confortable, fixe. On va s'aider par des moyens dits de contention, par exemple un masque thermoformé quand il s'agit donc d'une localisation ORL, un cale-genou quand il y a par exemple une tumeur au niveau du pelvis. Et donc, une fois qu'on a bien positionné notre patient, qu'on a vérifié par exemple certaines conditions de traitement, notamment si on veut épargner l'intestin grêle, on va demander au patient de bien boire de l'eau avant la séance. Donc, on pourrait lui donner une préparation rectale pour avoir un rectum qui est vide et donc pour le mettre vraiment dans les bonnes conditions pour que le traitement se déroule bien. Donc, une fois qu'on a réalisé ce scanner de simulation, nous allons importer les images de scanner vers la console de contourage. Et dans cette console de contourage, le médecin va définir les 2 volumes d'intérêt en radiothérapie et qui sont le volume tumoral cible, et comme on a déjà parlé, c'est ce qui comprend le GTV, qui est en fait la tumeur macroscopique, le CTV, c'est le clinical target, c'est-à-dire les expansions microscopiques d'une tumeur, et qui sont variables d'une tumeur à une autre, et le PTV, qui en fait a un élément ou une marge de sécurité qu'on va prendre autour de ces volumes pour être sûr que malgré les mouvements internes de l'organe, malgré les erreurs de positionnement, on va délivrer notre dose au niveau de notre volume cible. Donc, d'une part, on a le volume cible ou le volume tumoral et d'une autre part, on se retrouve avec des organes qu'on devrait éviter et qu'on va faire en sorte d'éviter, qui sont en fait les organes à risque. Par la suite, nous procédons à ce qu'on appelle une planification du traitement. Cette planification, elle est gérée par des physiciens médicaux. Alors, le physicien va déterminer quelle est la meilleure balistique, c'est-à-dire quelle est l'énergie qu'on va employer. Par exemple, si ce sont des tumeurs profondes, ça va être plus des photons. Si c'est des tumeurs superficielles, ça va être plus des électrons. Donc, on va les traiter dans quelle machine? Est-ce que c'est une machine qui doit être type un accélérateur linéaire normal ou on a besoin d'une machine assez sophistiquée, donc en fonction de la complexité de la tumeur. Le physicien aussi, grâce à cette étude balistique, va nous dire comment il pourra protéger au maximum les organes à risque, comment il va faire par les moyens qui sont surtout informatiques, comment il va faire en sorte de donner le maximum de doses au volume cible et épargner et donner la dose la plus basse, la minimale au niveau des organes à risque. Bien entendu, ce travail du physicien ou cette planification du traitement s'achève ou se termine par un document qui est en fait l'histogramme dose-volume. C'est une représentation, comme on l'a déjà dit, graphique des volumes cibles par rapport aux doses que je reçois chaque organe. Si par exemple j'ai la vessie, je vais avoir combien de volume de vessie reçoit telle ou telle dose. Et nous avons pour chaque organe une dose de tolérance. Donc il faudrait que le médecin, en validant, en approuvant, en disant OK pour son traitement, que son PTV, qui est en fait le volume cible qu'on veut traiter, reçoive une dose efficace et qui est définie selon les normes de l'ICRU à 95 et ne doit pas dépasser les 107%. Si c'est moins de 95%, on a un sous-dosage au niveau de notre tumeur. Si c'est plus de 107%, on va avoir un surdosage au niveau du volume qu'on veut traiter. Une fois qu'on a vu les impératifs du traitement, on valide le plan de traitement et on transfère les différentes données qu'on a établies vers la machine de traitement. Une fois que le traitement est transféré dans la machine de traitement, le technicien peut administrer la radiothérapie. Dans cette salle de traitement où va être administrée la radiothérapie, elle doit répondre à certaines normes de radioprotection, notamment la présence de chicanes,
donc il faudrait voir une salle de traitement. Donc c'est en fait sous forme de labyrinthe. Vous allez voir que il y a un grand espace avant d'arriver à l'accélérateur lui-même. Et cet espace-là, il est en forme de donc comme un Z. Le but étant de diminuer la diffusion des électrons secondaires. Il y a également les murs d'une salle de traitement. Ne sont pas comme tous les murs. Donc ce sont des murs en béton avec une épaisseur de 1 mètre voire même 2 mètres 50. Donc pour permettre justement donc des mesures de radioprotection optimales. Les portes également de la radiothérapie ou des salles de traitement en radiothérapie sont des portes blindées avec des systèmes de sécurité et donc vraiment un mécanisme, ça s'ouvre pas vraiment, c'est pas comme un poignet mais c'est par des boutons c'est vraiment ficelé. Une fois qu'il y aura le rayonnement dans la salle, même si on veut appuyer sur l'ouverture, donc elle ne va pas répandre. En plus, les techniciens et manipulateurs qui vont administrer le traitement, de même que les médecins qui vont valider les imageries quotidiennes ou hebdomadaires, vont se retrouver derrière un poste de contrôle. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas à l'intérieur de la salle, ils sont dehors et ils vont avoir des caméras de surveillance et donc vraiment des consoles qui sont situées en dehors de la salle de traitement. Cette administration de traitement devrait subir, ou plutôt devrait bénéficier de deux contrôles. Un contrôle qui est d'abord, donc si vous voulez, qui se basera sur des imageries, c'est ce qu'on appelle les imageries de contrôle, c'est dans le cadre de contrôle de qualité du traitement, pour avoir le cœur net et pour être certain que le patient se positionne de la même manière que le jour de simulation. Alors le radiothérapeute avec le physicien planifie des images qui vont être considérées comme des images de référence et le manipulateur va prendre au cours de la séance de traitement des images qu'on appelle des imageries portales. Alors ces imageries portales vont permettre de contrôler le traitement en temps réel et de vérifier avant chaque séance que le patient est bien positionné. Alors il y a plusieurs types d'imagerie de contrôle. Ça peut aller des simples imageries portales qui sont en fait des images KV qui vont se baser sur des repères qui sont osseux, jusqu'au ça peut être un CBCT, le CBCT qui est en fait un scanner qui va être pris et acquisitionné au moment même du traitement et qu'on va comparer avec le scanner de planification. Et actuellement même, il y a de nouvelles générations d'accélérateurs linéaires qui sont couplés à des IRM et donc qui pourraient même donner des images d'IRM en cours de traitement. Ça, c'est vraiment c'est quelque chose qui vient d'apparaître. L'essentiel et le plus important, c'est que l'administration du traitement doit être contrôlée par des imageries de contrôle. D'accord? Alors, quelles sont les nouvelles techniques en radiothérapie externe? Première technique, et qui actuellement c'est le b.a.-ba en radiothérapie externe, c'est la radiothérapie conformationnelle, tridimensionnelle, ou ce qu'on appelle la RC3D. Alors la RC3D, donc c'est en référence au volume, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la radiothérapie 2D qui va se baser uniquement sur des repères osseux. Là, c'est des volumes et comme on a vu, c'est grâce à des scanners qu'on va planifier notre traitement. Donc, comme vous le voyez sur ce schéma, on ne va plus se baser sur des repères osseux. Ce sont plutôt des volumes tumoraux, donc des images scanographiques qui vont nous déterminer ou nous conditionner où le faisceau d'irradiation va pénétrer. Donc, l'entrée des différents faisceaux, le nombre de faisceaux, tout va se jouer plutôt sur un volume, alors qu'avant, c'était juste des repères osseux. Alors, 4 impératifs pour réaliser une radiothérapie conformationnelle. Première des choses, il faudrait avoir un système informatique sophistiqué qui permettrait d'acquérir des images anatomiques en 3D. Il s'agit du scanner. Il faudrait au moins avoir un scanner de planification sur lequel on va se baser. Il est impératif également d'avoir un accélérateur linéaire. Aujourd'hui, Dieu merci, au Maroc, nous n'avons plus d'appareils de cobalt. C'est de l'histoire ancienne. Donc, tous nos centres, que ce soit au secteur libéral ou au public, sont dotés d'accélérateurs linéaires.
Troisième impératif, il faudrait qu'il y ait un système de collimation. Donc le système de collimation, c'est un système de lames qui va permettre d'épouser une forme qui peut être complexe d'un volume tumoral. Je m'explique. Si on a, à titre d'exemple, un volume tumoral qui a cette forme-là, d'accord? Normalement, dans le champ d'irradiation, comme vous le savez, c'est un champ qui va être avec un X et un Y. Il va avoir une ouverture ou une forme qui peut être, ça dépend des dimensions, rectangulaire ou carré. Pour épouser au maximum la forme de ce volume cible, il va y avoir ce qu'on appelle des collimateurs ou des lames. Ces lames-là, donc, selon la machine, vont avoir, par exemple, si on prend des lames de 1 cm, on va les faire sortir de sorte à ce qu'on cache tout ce qu'on ne veut pas traiter. Exemple, ici, sont des lames qui sont perpendiculaires, elles ont un petit moteur en interne et elles vont sortir. Donc au lieu de traiter notre volume, comme vous avez vu initialement par cette forme carrée, ou plutôt rectangulaire, on va se retrouver avec une forme qui va être plus ou moins de la forme du volume cible. D'accord? À côté de ce système de collimation, il faudrait impérativement, pour proposer une radiothérapie conformationnelle, avoir un logiciel de planification, ce qu'on appelle le System Planning Treatment ou le TPS. D'accord? 4 grands impératifs pour réaliser une radiothérapie conformationnelle. Des images en 3D, le scanner fait ça et le fait très bien. Un accélérateur linéaire, tous les centres maintenant ont des accélérateurs linéaires. Un système de collimation, donc c'est ce qu'on a dit, ce sont des caches qui sont intégrées dans l'accélérateur. Et quatrièmement, un TPS, donc un logiciel de planification. Alors cette radiothérapie conformationnelle va permettre, comme vous voyez sur cette image scanographique, de protéger au maximum les organes qui sont à risque. Et dans le cas où on voit ici, c'est un cancer de la prostate. Donc on a la vessie qui va recevoir le minimum de doses et le rectum aussi. On va épargner de part et d'autre les têtes fémorales. Ça, c'était la radiothérapie conformationnelle, si vous voulez, standard, donc la 3D. Il y a la radiothérapie conformationnelle par modulation d'intensité, et comme son nom l'indique, c'est une radiothérapie qui est conformationnelle, mais qui a en plus la grande avantage ou la grande particularité de moduler, c'est-à-dire de faire varier l'intensité du rayonnement à notre guise, pas à notre guise à nous, mais on est nous-mêmes conditionnés par les deux impératifs qui sont le volume tumoral et les organes à risque. Je m'explique. Quand on a la possibilité de faire varier l'intensité du faisceau d'irradiation, il est logique qu'on va faire en sorte que cette intensité soit la plus basse possible quand elle est proche des organes à risque et qu'elle soit la plus importante quand elle est dans le volume tumoral. Alors, l'IMRT ou la RCMI, donc, est utilisée dans plusieurs localisations. Là, je vais mettre l'exemple peut-être de la prostate, mais sachez que à côté de certains organes pelviens, on l'utilise aussi et de façon très importante et ça a permis de très bons résultats en matière des cancers ORL. Alors, je reviens à l'exemple du cancer de la prostate. Donc, vous avez la forme de la prostate qui est assez complexe et on a, comme vous voyez, le rectum qui est accolé ou qui est pratiquement à quelques millimètres de la prostate en arrière et on voudrait l'épargner. Alors, cette radiothérapie, vous voyez ici, c'est une représentation donc, de la radiothérapie conformationnelle qu'on utilisait, c'est-à-dire un système en boîte, on disait 4 faisceaux. Donc là, le volume qu'on irradie, il est plutôt carré, vous voyez.
Et si on va faire en sorte d'avoir plusieurs champs, mais cette fois-ci avec, comme vous voyez sur le schéma, il y a chaque champ, il a une forme particulière. Vous voyez? Donc vous avez ici la forme, elle est différente de celle-là. Et encore, le faisceau qu'on a ici, il a une forme qui est totalement différente. Donc cette variation de la forme du faisceau d'irradiation au cours d'une même séance donc, permettra une adaptation à la forme du volume à traiter. Et le grand intérêt, comme on a dit, c'est dans toutes les formes qui sont concaves, notamment la prostate, mais aussi les cancers ORL. Et si ça permet quelque chose, ça permet essentiellement d'optimiser la répartition de la dose. Donc, il va y avoir un maximum de doses au niveau des organes cibles et surtout, on va protéger les organes à risque qui sont pour nous des organes nobles. Et ça, comme je vous ai dit, le grand intérêt, c'est surtout de diminuer les complications en cours de radiothérapie. D'accord ? Et là, je vous cite un exemple des cancers ORL. L'un des principaux cancers ORL sont dans notre pays le cancer du cavum. Alors le cavum est la partie, si vous vous rappelez un petit peu de vos cours d'anatomie, alors le cavum ou le rhinopharynx ou le nasopharynx est la partie du pharynx qui est située juste derrière le nez. Et en fait, donc c'est un petit volume cubique qui a plusieurs organes. Il est situé vraiment à côté de plusieurs, c'est un carrefour d'organes à risque. Et le problème avec le cavum, c'est que c'est une tumeur qui a je dirais, la particularité de ne pas être accessible par chirurgie, contrairement aux autres cancers ORL. Et donc, ce sont des cancers du cavum, sont des cancers qui sont traités par radiothérapie et par chimiothérapie. Et donc, le principal traitement, c'est la radiothérapie. Et il faut délivrer des doses qui sont très élevées. On arrive jusqu'à 70 degrés. Et vous imaginez, là, c'est une représentation donc d'une extension au niveau du cavum. Donc, c'est un peu bas situé. Et là, vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais là, vous avez les parotides latéralement. Vous avez les parotides de part et d'autre, vous avez la moelle et à un niveau plus haut, on a le tronc cérébral. Donc franchement, ce sont des organes qui ont des tolérances qui sont très faibles. Et donc par exemple, pour la moelle, il ne faut pas dépasser 45 degrés. Donc comment on peut donner 70 degrés ici et être ici à 45 degrés? Ça, c'est très difficile en radiothérapie conformationnelle. D'où l'intérêt ou le grand apport de la radiothérapie par modulation d'intensité. D'autres cancers, donc on a vu déjà le cancer de la prostate, mais aussi on peut, dans d'autres cancers pelviens, notamment le cancer de l'utérus, donc on propose souvent donc une radiothérapie conformationnelle par modulation d'intensité, surtout chez des femmes qui sont, voilà, donc dans le cadre de l'utérus, des femmes qui sont opérées. Donc quand on opère la femme et on enlève l'utérus, donc tous les intestins ils chutent au niveau de la cavité pelvienne et donc il va y avoir, et les intestins sont très sensibles aux rayons, donc il va y avoir des toxicités, ce qu'on appelle des iléites. Et l'intérêt de la RCMI ou de la radiothérapie par modulation d'intensité, c'est justement d'optimiser la répartition de la dose pour des volumes qui sont complexes et d'épargner des tissus qui sont sains. Nous avons déjà vu le cas du rectum, de la vessie, tête fémorale et essentiellement aussi l'intestin, surtout en post-opératoire ou quand on prend des volumes ganglionnaires, c'est-à-dire on monte, on ne prend pas que la prostate ou que l'utérus, on prend même les ganglions qui sont situés. Voilà, ça par exemple c'est une représentation donc d'une irradiation du col utérin et là on vous met les trois techniques, à savoir donc une radiothérapie conformationnelle normale, vous voyez comment c'est, donc là c'est l'intestin et vous avez tout le volume intestinal qui est pris dans notre volume 3D. Là, vraiment, vous voyez, ça suit, c'est une radiothérapie par modulation d'intensité et c'est plus conforme et il y a
le minimum de dose qui est reçu par l'intestin. Là, c'est une autre machine qui permet la radiothérapie conformationnelle par modulation d'intensité. C'est vrai qu'il y a moins de doses ici au niveau de l'intestin, mais c'est là, elle, comme vous voyez, est la meilleure. D'accord? Elle permet vraiment de bien suivre notre volume tumoral et d'épargner les organes à risque. Et ça, c'est ce qu'on appelle la technique rapide arc, donc par des mouvements rotationnels. Là aussi, vous avez un exemple de la prostate. Ça, c'est la radiothérapie conformationnelle 3D. Et là, vous voyez vraiment comme si on est en train de tracer notre prostate. C'est la radiothérapie conformationnelle par modulation d'intensité. La probabilité, pourquoi choisir entre radiothérapie 3D et radiothérapie conformationnelle de modulation d'intensité? C'est la probabilité de complications dont je vous ai parlé à titre de rappel. Vous vous rappelez que les deux impératifs ou l'index thérapeutique est conditionné par ce qu'on appelle le NTCP, c'est la probabilité de développer des complications, donc la tolérance des organes, et le TCP qui est en fait l'efficacité thérapeutique. Alors vous voyez ici que pour la même efficacité thérapeutique, alors selon la technique, les complications avec une IMRT sont nettement moins par rapport à une radiothérapie conformationnelle normale. Donc c'est vrai qu'on traite de la même façon, si vous voulez, dans ce cas de figure, la tumeur, mais là, il est net que l'IMRT protège de façon très importante les organes à risque.